Bonjour Anne Fulda. Bonjour. On va parler du rôle d'une personne plutôt discrète dans cette campagne d'Emmanuel Macron, c'est son épouse Brigitte Macron. Si vous deviez comparer Brigitte Macron, la campagne de Brigitte Macron, entre guillemets, 2022 versus 2017, que diriez-vous? Alors, elle a été très clairement beaucoup plus discrète, probablement parce que, d'abord, elle avait moins besoin d'être présente, parce que lors de la dernière campagne, il fallait installer l'image d'un couple. Un couple qui était un peu remis en question par certains, qui le trouvaient singulier à cause de leur différence d'âge. Aujourd'hui, c'est moins un sujet. Donc il fallait installer cette image-là. Ensuite, on était dans une conquête politique pour une première élection. Donc ce n'est pas du tout le même film. Là, en fait, on a vu une Brigitte Macron beaucoup plus discrète, ce qui ne veut pas dire que son rôle est moins important, mais plus discrète parce qu'elle a probablement été échaudée par la violence qu'elle a eue elle-même à affronter. Une rumeur Alors, il y a eu notamment. cette rumeur relayée notamment sur les réseaux sociaux sur le fait qu'elle serait transgenre. Il y a eu surtout aussi, elle a été très marquée par la violence au moment des manifestations des Gilets jaunes, où elle était comparée à une espèce de Marie-Antoinette. Et de toute façon, avant même d'arriver au pouvoir, elle avait peur de la violence en politique. Je me souviens qu'elle m'en avait parlé. C'est quelque chose... Par exemple, elle avait été très marquée, choquée par le traitement qui avait été fait à Pénélope Fillon, au moment de l'affaire Fillon. Elle trouvait que c'était très, très brutal. Donc, il y a ça, ce qui l'a empêchée d'être très présente. Et puis, il y a aussi toujours présente chez elle la crainte de faire un faux pas. Quelque chose qui pourrait nuire à son mari. On va voir des images, donc, cette arrivée de Brigitte Macron au bras de son mari, donc le président réélu dimanche soir au Champ de Mars. Vous nous décryptez cette image. Alors, certains ont dit qu'elle avait un visage sévère, pas le visage de l'épouse de quelqu'un qui venait de gagner une élection. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air tendue. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle est émue? Parce que même si elle a pris l'habitude, elle reste, malgré tout, elle a beaucoup moins l'habitude que son mari d'être en public comme ça. Donc elle sait que c'est un moment important. C'est des images qui restent gravées. C'est ces premières images juste après l'élection ou la réélection d'un président. Donc il y a probablement ça, une tension qui est due à l'émotion, peut-être aussi à une ambiance qu'elle a pu sentir, qui était peut-être pas celle, qui était certainement pas celle de Liesse qu'il y avait eu en 2017. D'ailleurs, l'élection n'a rien à voir, la réélection d'Emmanuel Macron, avec l'atmosphère qu'il y avait au moment de son élection. Quelle est, Anne Fulda, son influence dans l'ombre? On avait entendu dire que notamment Jean-Michel Blanquer, donc au poste de ministre de l'Éducation nationale, elle avait suggéré ce nom à son mari. Là, en ce moment, évidemment, le président réfléchit au gouvernement, le choix du Premier ministre. Vous qui la connaissez, vous en pensez quoi? C'est très probable c'est évident même qu'elle parle à son mari, elle lui donne des conseils, elle relaie des messages, elle relaie aussi des rencontres qu'elle a pu avoir. Après, il n'écoute pas toujours Emmanuel Macron, c'est ça. C'est la dernière à lui parler. Il y a deux personnes qui lui parlent, il y a deux personnes qui l'écoutent, c'est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et elle. Et elle lui parle, pardon, je crois, de manière très cash. Elle lui parle parfois de façon très... Quand elle trouve qu'un discours n'est pas bon, quand elle trouve qu'il est trop long, ce qui arrive très souvent, c'est un des grands travers du président, c'est de faire des discours beaucoup trop longs. Elle le lui dit effectivement de façon très directe. Elle lui suggère très certainement des noms, parfois. Après, il en fait ce qu'il en veut. Il n'est pas très influençable. On va voir des photos des anciennes premières dames, évidemment, Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac, Carla Bruni, Valérie Trierweiler. Comment vous qualifieriez Brigitte Macron par rapport à ces anciennes premières dames? Son rôle, l'image qu'elle a? Elle avait beaucoup étudié tous leurs dires, leurs actions de ces femmes qui l'ont précédée dans cette fonction avant d'être élue, pardon, que son mari soit élu. Elle était, je sais, elle m'avait dit plusieurs fois qu'elle était assez impressionnée par le rôle de Bernadette Chirac, par son influence, sachant que Bernadette Chirac, c'était un peu particulier, parce que d'abord, elle a été pendant 2 mandats, dont un septennat, à l'Élysée, et en plus, c'était la seule élue. Elle était élue de Corrèze. Mais elle trouvait qu'elle avait, dans sa manière de gérer notamment la Fondation des Hôpitaux de Paris, qu'il y avait quelque chose d'exemplaire dans la manière dont elle s'est comportée. Elle lui a d'ailleurs succédé. Elle lui a d'ailleurs succédé à la Fondation des Hôpitaux de Paris, effectivement. Cooptée par Claude Chirac, par la fille de Jacques et Bernadette. Ouais. Brigitte Macron a déclaré avoir été heureuse à l'Élysée au cours du premier quinquennat. On lui avait dit ça va être un enfer, il y a une malédiction. Visiblement, elle a trouvé sa place.
Est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait faire davantage contre le harcèlement scolaire, l'addiction des jeunes aux écrans? Elle a, vous diriez, assez vite trouvé sa place? Oui, elle a trouvé sa place. Enfin, pas tout de suite. Au début, elle a eu affaire, d'ailleurs, comme c'est souvent le cas, avec quelques-uns des conseillers du président qui trouvaient un peu trop à son goût que le président leur appartenait. Il y a toujours comme ça une espèce de concurrence entre ceux qui appartiennent à vraiment la sphère intime et ceux qui appartiennent à la sphère professionnelle, mais qui pensent appartenir d'une certaine façon à la sphère intime aussi. Mais désormais, elle a acquis sa place. C'est vrai qu'elle est en retrait, c'est vrai qu'elle aurait pu être plus présente parce qu'elle a une popularité qui, à la fin du quinquennat, a été plus importante que celle d'Emmanuel Macron. Alors après, elle n'est pas élue. Elle n'est pas aux commandes. Elle n'est pas aux commandes. Et puis, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait voulu installer un statut de la Première Dame qui n'existe pas en France et qui n'y est pas parvenu. Donc il y a une charte de transparence, mais il n'y a pas de statut de la Première Dame. Donc elle a toujours ça en tête aussi, c'est-à-dire qu'elle sait que son rayon d'action est limité, balisé. Donc effectivement, elle va continuer son action, a priori, pour lutter contre le cyberharcèlement, l'addiction des enfants aux écrans. Elle va continuer son action à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Et elle va aussi continuer à donner des cours, puisqu'une fois par mois, elle donne des cours pour des personnes qui ont décroché dans une école qui s'appelle l'IVE. J'ai lu qu'elle recevait beaucoup de lettres des Français qui lui écrivent directement. Elle lit tout. Vous pensez que c'est aussi une espèce de sonde, de température, et elle en parle au président de ce qui se passe dans le pays? Oui, bien sûr, à travers le courrier, puis à travers ses rencontres aussi. Alors, on lui a reproché à un moment, ce qui est vrai, d'avoir un certain goût pour un côté paillettes, people, mais elle parle aussi beaucoup aux gens. C'est quelqu'un qui écoute, et c'est vrai qu'elle relaie très souvent les messages qu'elle entend. Elle l'avait fait, par exemple, la prof qu'elle est toujours, qu'elle a été, avait relayé le fait qu'il était très dangereux pour les enfants que le confinement s'applique à eux, c'est-à-dire que l'école s'arrête. Donc c'est vrai que je pense qu'elle avait, avec Jean-Michel Blanquer, pesé de tout son poids pour que les écoles restent ouvertes, enfin dans la mesure du possible. Elle avait aussi alerté le président lorsque la mesure sur les 80 km/h avait été prise, parce qu'elle avait senti dans ses rencontres que ça entraînait beaucoup de révolte presque, enfin de colère. Donc elle a ce rôle-là, de relais. Et d'un mot pour conclure, elle a 7 petits-enfants. Vous pensez qu'elle en profite assez, qu'elle a le sentiment d'en profiter assez de ses petits-enfants, ou que l'Élysée fait qu'elle est un peu coupée quand même de sa vie familiale? Elle essaye, elle se débrouille le plus possible pour tout concilier, sa vie d'épouse, de mère, de grand-mère et de première dame. Et je crois qu'elle y parvient assez, même si probablement, elle aimerait avoir un peu plus de temps pour ses petits-enfants. Elle a dû interrompre récemment un séjour qu'elle faisait avec eux pour des raisons officielles. Oui. Mais bon, elle essaye de concilier tout, quand même. Elle y parvient plutôt pas mal. Merci Anne Fulda d'être venue sur le plateau Télématin. Merci pour cet éclairage. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci.